Sur le cadre de ce qui se passe en Alsace en novembre 18, puisque c'est le point de départ du roman de Döblin. Alors il faut rappeler que, oui, ce que vient faire Armand, il est en Alsace depuis août 17, il est médecin militaire à Haguenau. Il vient d'ailleurs d'être titularisé Montanglard, si j'ai bien compris. Et la révolution éclate. La révolution prend la forme de conseil de soldats et d'ouvriers le 9 novembre, mais l'agitation commence à partir du 7, 8, où il y a déjà les premières manifestations, en particulier aussi bien de civils que de militaires. C'est le contre-coup de l'insurrection, de la mutinerie des marins de la marine impériale allemande, provoquée par la décision du haut état-major de la marine de livrer une dernière bataille pour l'honneur. Enfin, j'entre pas dans les détails, et les marins s'insurgent contre cette manœuvre. Il y a une mutinerie, un mouvement de solidarité qui s'étend très vite à terre et formation du premier conseil de soldats et d'ouvriers. Et à partir de là, la révolution se propage directement impulsée dans la plus grande partie du pays par les marins. Sauf à Munich, où c'est un mouvement autonome qui se met en place. C'est un élément important, c'est Kurt Eisner qui déclenche le mouvement sans aucun contact avec les marins. Ces marins, il faut savoir, en général, ils ont un cahier des charges. Et, il s'agit de reproduire ce qui s'est passé à Kiel avec le premier conseil de soldats ou d'ouvriers, c'est-à-dire qu'ils prennent contact avec les dirigeants sociaux-démocrates locaux pour mettre en place des conseils de soldats et d'ouvriers. Le conseil, donc, qui est le point de départ du roman de Döblin, se met en place à Haguenau dans la journée du 9-10. Les marins arrivent dans la journée du 9 et les conseils sont définitivement constitués le 10. À Haguenau, à la différence par exemple de la ville toute proche de Bischwiller, c'est un conseil uniquement de soldats, il n'y a pas de conseil d'ouvriers à Haguenau, c'est-à-dire le mouvement ouvrier à Haguenau est très faible. C'est une ville d'ailleurs qui est surtout une garnison militaire. Il y a mise en place d'une commission, il en parle, une commission municipale, mais il n'y a pas de véritable conseil, ouvrier. Alors après, il faut savoir, parce que c'est un élément extrêmement important, je pense peut-être pas pour la lecture, mais du point de vue de l'histoire, c'est qu'il reste très peu de temps en Alsace, puisqu'il repart le 14 par convoi sanitaire, il conduit un convoi sanitaire, et donc il participe finalement à 4 jours, 5 jours de mouvement révolutionnaire. Mais ensuite, il s'est engagé au début des années 30 dans la rédaction de ce roman, l'élaboration de ce roman. Il a étudié de façon systématique tout ce qui existait, toute la documentation existante, et en particulier la presse. Et selon la technique qu'a rappelé Armand chez Döblin, il y a des éléments pratiquement de collage, puisqu'on retrouve des extraits. J'ai retrouvé des extraits de Freie Presse, par exemple, du journal socialiste, dans des pages du livre. Après, sur le point de vue du plan de la chronologie, c'est assez discutable, c'est-à-dire qu'il allait très vite, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement la chronologie exacte, mais de toute façon, ce n'est pas ça qui intéresse Döblin. Ce qui intéresse Döblin, c'est effectivement, moi en tous les cas, sur la base de ma lecture, après Charles donnera peut-être une autre lecture, c'est plutôt oui, et ce qui m'intéressait, moi, c'est ça qui m'a, et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, c'est les mouvements de foule. C'est-à-dire c'est la foule révolutionnaire, la foule qui se mobilise, et l'individu dans cette foule qui peut sortir comme figure. Oui, c'est très intéressant, puisque, oui, mais là ça présente dans le commentaire littéraire, j'arrête. Il faut savoir, je termine, donc 14, il quitte Haguenau. Le mouvement en Alsace dure très peu de temps. D'abord, il n'est pas seulement alsacien, il est aussi lorrain. En Lorraine, il y a plus de conseils. Il y a des conseils dans toutes les villes où il y a des garnisons. Toutes les villes, chaque fois qu'il y a une garnison, il y a un conseil qui est élu. Il y a plus de conseils de soldats et d'ouvriers en Lorraine qu'en Alsace. On parle surtout de l'Alsace. Il y en a 17 en Lorraine, il y en a 7. Il y en a 16 en Lorraine, il y en a 7 en Alsace. En Alsace, ça se réduit, donc Bischwiller, Strasbourg, Schiltigheim, Sélestat, Colmar et
Mulhouse, et j'en oublie un peut-être. Voilà, en gros, parfois, là il faut prendre aussi conseil de soldats conseil d'ouvriers et de soldats comme presque un syntagme, puisque il y a des conseils où il n'y a pas d'ouvriers. Par exemple, j'ai oublié, voilà, celui que j'ai oublié, c'est celui de Neuf-Brisac, où il y a un curé, un épicier, je ne sais plus quoi, il n'y a pas d'ouvriers. C'était aussi en Lorraine, par exemple, sur Deville, à Sarrebourg et à Sarreguemines, où dans le conseil des soldats, il y a beaucoup de bourgeois, mais il y en a aussi, par exemple, à Strasbourg, dans le conseil des soldats, il y a Hittel, le futur directeur des dernières nouvelles d'Alsace, il y a Charles Frey, le futur maire de Strasbourg, qui prennent une part très active, c'est-à-dire que ce n'est pas, en particulier dans sa composante soldat. Il y a des officiers qui participent dans certaines casernes, je ne suis pas partout systématiquement vidé, il arrête ici parce que Charles déjà s'énerve. Voilà, il a fait le choix dangereux de me donner c'est balayé, ça dure le plus long, c'est à Strasbourg. À Strasbourg, j'ai fini là. Hein, c'est 15 jours. À Strasbourg, c'est 15 jours, point à la ligne, c'est-à-dire puisque 2 jours avant l'entrée officielle des troupes françaises, l'armée allemande doit quitter. Et bon, le plus souvent, il y a les soldats alsaciens qui sont démobilisés, intègrent les conseils ouvriers. La première mesure qui est prise par l'armée française, c'est de dissoudre les conseils ouvriers, de remettre en cause tous les acquis sociaux introduits par les conseils ouvriers, puisqu'ils introduisent, il y a un certain nombre d'avancées significatives en matière de revendication salariale, de représentation ouvrière et de durée du travail qui sont obtenues pendant cette période. Voilà. Ça va, Charles? Juste une question très rapide, Bürger. Vous avez dit bourgeois. Est-ce que ce n'est pas des citoyens? Je ne sais pas, il faut demander aux germanistes de distinguer. Les citoyens, pas seulement les bourgeois. Oui, il est question de tout, hein, du mouvement des citoyens, du mouvement des bourgeois. Il y en avait quand même bon, Döblin est assez ironique par rapport à toutes les notions un petit peu politiques. Il explore. Ça, je vais l'expliquer. Il explore un petit peu toutes les catégories, toutes les révoltes et tout ce qui se passe, justement. Juste une petite remarque. On s'attendrait à ce qu'il soit question des conseils d'ouvriers et de soldats. Et là, il y a une certaine ironie, je crois, lorsqu'il intitule le premier tome « Bourgeois et soldats ». Bürger und Soldaten. Et les Arbeiter voilà, sont effacés et sont oubliés, c'est pas par hasard. Et je pense que dans ce contexte, et ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait désigner, ce sont vraiment les bourgeois et pas les citoyens dans leur ensemble. Bien que Bürger a le sens de citoyen. Alors, disons, Jean-Claude reviendra sur les notions historiques et les personnages historiques qui sont repris dans le roman. Jean-Paul reviendra sur la question de la déconstruction de la notion de révolution par Döblin. Et moi, je vais parler un petit peu de la place du roman dans la vie de l'auteur, de la forme du roman, et je vais choisir 2 personnages pour les suivre un petit peu à travers le roman. Alors, tout d'abord, je rappelle quand même que Döblin n'a pas écrit que ça. En Alsace, on connaît le premier tome de novembre 18. Sinon, on connaît en général Berlin-Alexanderplatz, mais il a écrit énormément de choses et se plaignait justement que le reste de son œuvre soit méconnu. Par exemple, il y a 3 titres qui sont complètement exotiques, que j'aimerais citer parce qu'ils sont beaux. Les 3 bons de Van Loon, roman chinois, Die drei Sprünge des Van Loon, chinesische Roman, ou alors Manas, épopée indienne, ou bien Le voyage babylonien. Tout ça, il a écrit avant Bürger und Soldaten. Et puis 3 titres un peu surréalistes, Berge, Meere und Giganten, Monts, Mers et Géants, ou bien Le pays où la mort n'existe pas, Das Land ohne Tod, ou bien l'assassinat, une nouvelle qui est extrêmement connue aussi, l'assassinat d'une renoncule, Die Ermordung einer Butterblume. Mander, l'ami alsacien de Döblin, décrit son œuvre comme une immense ost-westliche Schöpfung, une tentative de synthèse, un lent déplacement, dit-il, de l'accent de la Chine à l'Amérique latine. Parce que le pays où la mort n'existe pas, c'est l'Amérique du Sud.
de l'est vers l'ouest avec de prodigieuses ressources verbales. Alors quiconque lit Dublin peut être arrêté par ça, parce que, bon, Minder le compare à Hugo, mais un Hugo qui serait complètement déchaîné, qui partirait dans tous les sens. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on aborde un roman de Dublin, on est frappé par la richesse verbale, la richesse du vocabulaire, la richesse de l'inspiration. Alors 3 points, la place du roman dans la vie de l'auteur. 2e point, la forme du roman. Et 3e point, les personnages. Dans la vie de l'auteur, donc ça a déjà été dit, je rappelle que le premier tome de novembre 18 est écrit en 1930, enfin il est commencé en 1937, il termine l'écriture en 1939, il peut encore paraître avant l'entrée des nazis en France, chez Querido à Amsterdam, donc la maison d'édition des réfugiés allemands en France. Dublin est réfugié, il est juif, il est allemand, il est démocrate, il est engagé à gauche. Novembre 18 est composé de 4 tomes. Le premier tome, celui qui nous intéresse, raconte les événements de Haguenau et Strasbourg. Ça a été dit, Dublin était d'abord médecin militaire à Sarreguemines, il est muté à Haguenau en 1917, et c'est 20 ans après qu'il écrit son bouquin. Ce premier tome couvre les 15 jours du 10 novembre 18 au 24 novembre. Le héros, c'est le lieutenant Friedrich Becker, c'est un des personnages, et Dublin lui-même l'appelle quelquefois son héros. C'est un ex-professeur dans un lycée littéraire, Studienrat am Humanistischen Gymnasium à Berlin. Après avoir été mobilisé, il est gravement blessé à la colonne vertébrale et sombre dans un coma profond dont il sort à peine lorsqu'il se trouve à l'hôpital militaire de Haguenau en pleine révolution de novembre. Comme son ami Maus, il est amoureux de l'infirmière Hilde, il y a une histoire d'infirmière, quand il y a des médecins, il y a toujours des infirmières. Le roman raconte l'évacuation par convoi de l'hôpital militaire après la défaite. Un long convoi, donc l'hôpital militaire, qui se trouvait près de là où il y a la caserne vers Offendorf, va quitter Haguenau et l'Alsace par Wissembourg, quelques jours après les événements du 9 novembre. Le deuxième tome, Peuple trahi, Verratenes Volk, couvre les 16 jours du 22 novembre au 7 décembre à Berlin. Becker, on va le retrouver, il est infirme, il retourne chez sa mère à Berlin, Hilde reste à Strasbourg. Le troisième tome, Retour du front, Heimkehr der Frontstruppen, couvre les 7 jours du 8 au 14 décembre. Hilde retrouve Becker à Berlin. La mère du professeur, donc de Becker, verrait bien Hilde et Becker ensemble, elle aimerait les marier. Maus est là aussi, c'est compliqué à 3. Déprimé, Becker fait une tentative de suicide. Assailli de visions, il se tourne vers une quête religieuse. C'est important. Le quatrième tome est intitulé Karl und Rosa. Karl et Rosa, il s'agit de Liebknecht et de Rosa Luxembourg. Ce roman montre les événements de Berlin de la mi-décembre 18 jusqu'à l'assassinat de Liebknecht et de Rosa en janvier 19. Becker retourne au lycée, mais il est licencié pour des raisons morales et politiques. Il se retrouve vagabond, une sorte de prêtre rouge qui harangue les foules pour les pousser à la rébellion. Il meurt, donc le héros, vers la fin des années 1.